Alors d'abord, Elisabetta, un petit mot pour vous présenter. Tant de casquettes pour une même femme. Je me répète, vous êtes historienne, vous êtes architecte bien sûr, vous êtes historienne, vous êtes experte à la fois dans la restauration et la conservation du patrimoine paysager, vous êtes enseignante. Tout ça au nom de la passion que vous portez pour le paysage. Prenez un micro. Oui, et en effet, Sylvie, merci. Oui, j'ai en effet commencé par une formation d'architecte, mais j'ai immédiatement exercé le métier de paysagiste en quelque sorte, en me rapprochant à la création et à la conservation des parcs et jardins historiques. Un moyen pour croiser plusieurs connaissances, à la fois connaissances sur l'architecture et aussi sur l'histoire pour être plus critique dans les phases de la création du paysage. Et c'est vrai que c'est plus qu'un métier, ce qui exerce, et que j'ai aussi le plaisir de communiquer, de divulguer dans le cadre des écoles, parce que c'est en effet presque, c'est une passion. Et vous avez la passion d'enseigner aussi. Hein. J'ai la passion d'enseigner. En effet, j'ai une petite carrière là-dedans aussi, dans différentes écoles de paysage. J'enseigne et à la fois l'histoire des jardins et puis les pratiques, en effet, les premiers pas, en effet, sur comment on fait du paysage. Alors, chère Elisabeth, à quel moment, à quelle époque apparaissent les premiers jardins publics parisiens? Oui, alors, la question, je pourrais répondre d'une manière tout à fait simple. Je pourrais dire que le premier jardin public parisien, c'est le jardin des Tuileries. Alors là, moi, je commence avec une histoire, en effet, qui va commencer donc au XVIIe siècle, voire avant, et je chercherai de vous conduire à travers cette thématique du jardin public jusqu'au projet qu'Étienne est en train de réaliser, de conclure. Donc, c'est plus qu'une histoire simplement de jardin, c'est un peu un processus. Alors, je reprends mon discours. On pourrait répondre tout simplement que le premier jardin public à Paris, c'est le jardin des Tuileries. Mais en effet, ce n'est pas une bonne réponse. Parce que le jardin des Tuileries naît comme un jardin privé, naît comme un jardin de propriété de la reine, donc de la couronne, et il est seulement au XVIIe siècle ouvert au public. Alors, ce qui me semble intéressant pour démarrer justement cette leçon, c'est de préciser un peu ce qu'est une définition, je dirais presque, du jardin public. Et pour cela, j'ai fait recours souvent au titre d'un texte que j'ai beaucoup apprécié, que je vous conseille du reste, qui est le texte écrit par un collègue italien dont le titre est « Pour le plaisir des peuples ». Et c'est là toute la différence justement entre un jardin qui est ouvert au public et un jardin qui est conçu comme un jardin public. Alors, le jardin public, comme c'est par exemple celui-ci que vous connaissez bien, car c'est le jardin de la Villette, eh bien, le jardin public, donc par définition, c'est un espace qu'on conçoit, donc on fait un projet, pour répondre à un besoin qui est celui spécifique relatif, en effet, à la vie et à l'usage que demande la population urbaine. Dans ce sens-là, voilà, que le jardin de Tuileries n'est pas un jardin public, mais bien un jardin ouvert au public. Il l'est devenu. Il est devenu. Et moi, j'aime bien commencer cette histoire, qui est plus longue, justement, en parlant un peu quand même de ce jardin, parce qu'il présente une caractéristique, et plusieurs caractéristiques tout à fait intéressantes. Sur ce plan qui est de 1615, je commence à dire, on voit en premier plan le jardin des Tuileries. Il est à ce moment fermé au public. Il sera ouvert au public seulement au XVIIe siècle. Là, vous le voyez vraiment à la limite de la ville de Paris. De l'autre côté, il y a la campagne. Eh bien, sera ouvert seulement au XVIIe siècle quand, à la suite de la transformation faite par le jardinier du roi, le nôtre, transformation dont vous avez ici une image superbe, c'est une longue perspective. C'est là, avec cette transformation, que le jardin est ouvert au public, c'est-à-dire que la population peut traverser et s'y promener, bien évidemment. Alors,
Ce projet, c'est intéressant aussi parce que non seulement donc, il ouvre ses portes, mais aussi parce que c'est ouvert sur le paysage. Le projet des Nôtres donc, inaugure en quelque sorte une nouvelle pratique qui est celle spécifique du paysagiste, c'est-à-dire de travailler, composer, imaginer à travers le jardin ce que peut être la limite, passer au-delà de la limite entre la ville et le paysage environnant. Comment se fait la limite? Voilà, la limite ici, et c'est assez clair, je peux montrer aussi peut-être une autre image qui encore parle de ce jardin. Eh bien, la limite ici, en effet, est entre la ville et la campagne, disparaît du fait de la création d'une longue perspective qui va devenir à la suite les Champs-Élysées, l'avenue des Champs-Élysées. C'est une perspective qui est plantée, qui va devenir dans le temps une promenade. Voilà que ce projet inaugure en quelque sorte avec une forme, cette spécifique au jardin, c'est les promenades plantées, qui va à la suite être la trame, la matrice de l'évolution de la ville, de l'évolution de la trame urbaine. Avec une signe du paysage. Vous voulez dire que sans les Tuileries, il n'y aurait pas eu les Champs-Élysées? Absolument. Sans les Tuileries, il n'y aurait jamais eu les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est une invention de les nôtres pour permettre à qui se promène dans ce jardin, attention, c'est un jardin ouvert, donc à toute la population de l'époque urbaine, de voir au-delà des limites de la ville et donc de se promener et d'aller dans ce territoire qui est là, qui à l'époque c'était une campagne, mais qui va devenir un lieu de promenade donc pour la collectivité. Ça c'est un passage, je pense, donc très importante parce qu'on a là non seulement une pratique d'usage d'un jardin qui est privé, mais aussi une pratique de projet. Et c'est lui donc du projet du paysage, c'est lui donc de créer des lieux faits pour la population qui investit des secteurs complètement nouveaux. Donc c'est indissociable de la ville, cette création. Cette création, je mets mes lunettes pour voir mieux mes notes. En effet, cette création est indissociable de la ville. De l'évolution de Paris. De l'évolution de Paris. Ce qui pose, et ça aussi c'est une réflexion, un point au moins de réflexion, il pose une question. Est-ce que le jardin, au moins certaines formes du jardin, comme justement une promenade plantée avec ses arbres, peut être la matrice de la ville? On verra au fur et à mesure que, à propos de cette question, il y aura plusieurs réponses, mais je pense que ça peut être un bon fil un bon fil conducteur oui, de notre pensée et de notre histoire. Et qu'est-ce qui se passe à Paris à la même époque quand même? Alors, qu'est-ce qui se passe à Paris à la même époque? On n'avait pas préparé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Au XVIIe siècle, oui, je dirais qu'il y a d'autres projets urbains qui se font à la même époque, qui sont notamment le commencement de la place Vendôme, par exemple, la création de différents ponts qui permettent justement le passage entre une rive et l'autre, la réfection aussi de certains ponts. Mais on ne va pas, comme on a fait pour ce jardin, pour ce premier morceau de ville, pour le plaisir du peuple, on n'a pas fait autre opération ou autre projet que celui-ci de Champs-Élysées, qu'on peut intégrer dans notre histoire de jardin et espace public. Alors, Elisabeth, est-ce qu'on peut passer très vite au 19e siècle déjà? Et est-ce que vous diriez que c'est le siècle des jardins? Ou c'est trop tôt? Alors, vous posez déjà la question. Ça va trop vite. Vous connaissez, non, vous connaissez déjà peut-être en effet la réponse. En effet, voilà ici une image d'un jardin. Cette fois-ci, je vous amène en Angleterre, d'un jardin qui a été créé donc au 19e siècle. Pourquoi le 19e siècle? Parce que c'est vrai que au cours de l'histoire, le jardin public naît effectivement au début du 19e siècle. Et en Angleterre. Pourquoi? Comme je disais auparavant, le jardin public répond à un besoin. Au début du 19e siècle, les villes sont des villes insalubres, sont des villes surpeuplées. Les quartiers sont fortement défavorisés. L'air est irrespirable. Dans le débat de l'époque sur comment améliorer la condition de vie, notamment des
population urbaine, et en particulier la classe ouvrière, on propose, on commence à élaborer l'idée, et puis on arrive au projet, de résoudre ce problème de hygiène de la ville par la création d'un parc. Par la création d'un parc dont la forme sera justement celle spécifique, liée aux besoins et aux plaisirs de la population urbaine. Un parc comme celui à Londres, ici, qu'on appelle Victoria Park, parce que c'est la reine même qui finance ce projet. C'est un parc qui coûte très très peu, mais qui est très important parce qu'il va permettre de renouveler tous les quartiers est de la ville de Londres. C'est un parc public parce qu'il est ouvert au public et parce que là, la population urbaine peut jouer, se promener, se récréer, se rencontrer. L'espace est vraiment conçu pour cela. Alors, Londres... Je vous interromps, mais oui. c'est vrai qu'à Londres, c'est souvent dans les jardins publics que l'on manifeste aussi. On y manifeste, on a tenu les tout premiers concerts, vous vous rappelez bien. On mène vraiment une vie publique. Et c'est véritablement, en effet, un peu le théâtre de la ville, ou au moins un des théâtres de la ville. Donc, je dirais, ces pratiques qui, bien évidemment, est très riche. Là, j'ai quelques images, je pourrais les commenter, mais je ne sais pas si en effet, on a tout ce temps-là. Mais ce modèle, qui est donc un modèle anglais, voilà qui va être complètement regardé, récupéré pour Paris. À Paris, on crée les jardins publics. Les vrais jardins publics, on pourrait presque dire. Justement à partir de 1850, quand Napoléon III décide de renouveler la ville, de mener des travaux vraiment importants, aidé par le baron Haussmann, c'est une histoire que nous connaissons bien, la place donnée au jardin, la place donnée au parc est énorme dans ce projet. Et là aussi pour des raisons de salubrité ? Raison de rénovation de la ville insalubre, une ville qui est fermée dans son enceinte, oui, qui est toute petite. Il faut ouvrir, donc voilà qu'on va aménager des jardins à l'extérieur des murs des tierces, qui sont celles que vous voyez là, Bois de Vincennes, Bois de Boulogne, une ville qui est en train d'être, elle aussi, bien évidemment, surpeuplée. Elle est en train de s'étendre de plus en plus, et donc il faut pouvoir circuler et permettre aussi à l'air de circuler. Donc c'est dans ce projet qui est, on le définit comme ça, un projet en effet hygiénique, mais social aussi, voilà que le jardin public est un des points forts de ce projet. On a créé des nouveaux jardins, on renouvelle des jardins, c'est-à-dire on transforme des jardins, comme par exemple le jardin de Luxembourg, et on plante. Et là, la place de l'arbre, en particulier, est vraiment très, très importante. On plante toutes les avenues, tous les boulevards qui sont nouvellement créés. Vous connaissez certainement un nombre important de ces jardins créés au XIXe siècle. Toutes les squares, par exemple, de Paris sont de cette époque. Moi, dans cette courte... Est-ce que vous diriez qu'ils sont tous les mêmes ? Non, mais bien évidemment, il y a un dessin qui est un dessin qui correspond au goût de l'époque. Ce sont des parcs et des jardins qui ont une forme irrégulière, où on présente des arbres, une collection d'arbres très, très riche, très variée. On a fait des projets où le mobilier, par exemple, est égal partout, parce qu'on rentre déjà dans une logique même industrielle, de production industrielle du mobilier. Donc c'est un peu aussi une production, je ne vais pas dire industrielle, mais un peu en série de ces espaces, de ces jardins publics. Ce que nous importe, c'est que ces jardins publics sont nombreux, ce qui veut dire qu'il y a dans Paris, on va avoir de plus en plus d'espaces qu'aujourd'hui on définirait d'espaces et de nature. Alors parmi ces différents jardins, moi j'avais envie de vous illustrer deux cas qui peuvent être intéressants, notamment pour la suite aussi. Le premier, c'est le jardin des Champs-Élysées. On l'oublie dans ce panorama. Parfois, on ne sait même pas qu'il existe des jardins à côté, c'est-à-dire de part et d'autre de l'avenue des Champs-Élysées. Pourtant, eux, ils sont là. Là, ce sont des photos du reste très belles faites au moment de leur création par le photographe Marville. Ces jardins, en effet, sont là. Là, c'est une vue à vol d'oiseau.
Ils sont en effet conçus comme des promenades parallèles à l'avenue des Champs-Élysées. Des promenades uniquement pour les personnes qui vont à pied, donc pour un public. Hein. Un public qui est très nombreux parce que autour et dans ces jardins, il y a les théâtres, il y a les cafés, il y a les restaurants qui sont à l'époque les plus à la mode. Il y a le Guignol de Proust aussi. Le Guignol, il y avait déjà le théâtre des Champs-Élysées. Mais c'est vrai que les Parisiens ne vivent pas cet espace comme un jardin. Mais c'est vrai, parce que pas au sens strict ou conventionnel du terme. Justement, c'est mon avis aussi, c'est pour ça que je le présente, parce que c'est une manière aussi pour renouveler un petit peu cette mémoire. Non, les jardins là, ils sont pourtant très, très beaux et très riches. Hein. Ce sont vraiment des promenades riches, surtout des surprises. Et j'insiste aussi sur un caractère, c'est aussi un caractère plutôt historique, plutôt que paysager. Ils sont à l'époque transformés par l'équipe qui travaille pour Haussmann, transformés pour être un peu la vitrine, je disais bien, pas simplement pour la mode, les restaurants et les théâtres, mais aussi la vitrine du niveau de l'industrialisation du pays. Là, au cœur du jardin de Champs-Élysées, vous aviez un peu comme une exposition le universelle. palais de l'industrie. Et c'est là qu'ils vont se réaliser, en effet, les toutes premières expositions universelles. Donc, c'est un jardin. Et vous dites un jardin, vous? C'est un jardin. Ils sont appelés jardins. Ils ont toutes les caractéristiques paysagères des jardins. Et en plus, ils sont aussi intéressantes parce que, étant des jardins promenades, ne sont pas fermés par des grilles. J'ai pas l'impression que ce soit là qu'on amène les enfants pour respirer, quand même. Aujourd'hui, non. C'est quand même une vocation du jardin. Aujourd'hui, non, parce qu'en effet, la voiture à cheval, avec des chevaux a été... Aujourd'hui, il y a des voitures et un trafic incroyable, en effet. Mais à l'époque, c'était... il faut imaginer trois flux, le flux central de l'avenue et ceux latéraux. Donc, c'était vraiment... En plus, c'est important parce que c'est une continuité. Non, par rapport au jardin des Tuileries, c'est une continuité, toujours tout au long de cet axe en perspective créé par les nôtres au XVIIe siècle. C'est une continuité que, avec un projet de jardin, permet en effet l'urbanisation de ces secteurs de la ville. Ça, j'insiste beaucoup sur ce principe, je crois... Je ne suis pas l'unique, à croire que quand même le jardin, le végétal, est une matrice pour le développement de la ville et du tissu urbain. Et tu confirmeras après. Donc je continue juste avec mon chouchou, je dirais presque, c'est le parc de Bouchemont. Oui, oui. Qui est remis au goût du jour. Hein, qui est remis au goût du jour. Je crois qu'on en a déjà parlé ici. Très grand projet, très important, surtout pour des problématiques, notamment d'économie dans les ressources hydrauliques. Le parc de Bouchemont, lui, vous connaissez l'histoire certainement, mais ça sera très rapide. Moi, je définis comme le parc peut-être le plus exceptionnel de Paris, voire d'Europe, par ses caractéristiques d'abord paysagères qui sont essentiellement liées à une transformation des anciennes carrières qui étaient là, sur place, avant la création du jardin, et qui sont utilisées pour faire un paysage. Ce n'est pas un jardin, ce parc. On joue un peu sur les termes. C'est un paysage. Alors, les photos ici de Marville sont parlantes, à mon avis, c'est magnifique, parce qu'on voit vraiment comment ces carrières sont petit à petit transformées. On y amène la terre pour pouvoir planter, terre végétale. Il n'y a pas encore l'eau, regardez, au pied du rocher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un brin d'herbe, quoi. Pas pour le moment. Il n'y avait rien, c'était une carrière, vous voyez, une carrière de gypse en plus. Donc ils ont dû mettre de la glaise pour pouvoir la protéger, de la terre végétale pour pouvoir bien former le terrain, le profil, la topographie de ce parc. Puis on a mis les ponts pour pouvoir passer d'un point à l'autre. Et on a commencé à créer sur tout cet ensemble, 30 hectares presque de parc, eh bien, on a créé à la suite toute une série de circulations. Et ce qui est peut-être plus
exceptionnel ou qui fait de ce lieu, c'est vraiment un lieu vraiment particulier, c'est que, comme je disais, ce n'est pas un jardin quelconque. Ici, au Beau-Chaumont, on a fait ce que moi j'appelle un transfert de, ce que j'ai marqué, une transposition, pardonnez-moi, par artifice d'un paysage existant dans un cœur de ville, en pleine ville. C'est-à-dire qu'on a pas simplement créé un jardin, mais littéralement voulu créer dans Paris les falaises de Etretat. Et ça, c'est une surprise, doit être une énorme surprise pour la population de l'époque. Mais encore aujourd'hui. Hein. Et encore aujourd'hui, là, c'est encore une photo, il n'y avait pas beaucoup de végétation, mais je sens les travaux sont là pour pouvoir rendre plus lisible cette force de ces rochers qui est vraiment conçu comme les falaises. C'est un peu Paris-Plage avant l'heure, alors? C'est un peu Paris-Plage comme à l'heure, et c'est surtout aussi, et là on rentre encore dans ce discours du plaisir du peuple, créer un jardin. Pour le dimanche, enfin pour de vacances. Ou pour les vacances, mais pour ceux que dans la ville n'ont pas les moyens de prendre le train, qui existait déjà à l'époque, pour aller à Etretat pour de vrai. Donc ils vont à Etretat pour de faux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont donc au parc de Beau-Chaumont. Et là, comme dans un rêve, hein, ils peuvent s'imaginer ailleurs. Et cette dimension du rêve, c'est bien évidemment une thématique très forte dans ce qui est la création du paysage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déjà bien évidemment présente et très bien exprimée dans ce parc. Alors, ce qu'aujourd'hui est parc de Beau-Chaumont, et ce qui était aussi encore à l'époque, c'est que depuis cet Etretat, hein, on regardait en effet la ville, une ville qui a continué à changer, a continué à évoluer. Ça, je dirais, c'est un peu les deux points forts, à mon avis, de cette... Alors, combien de siècles ou d'années, plutôt, séparent les deux photos, là? 150 ans? Entre celle-ci qui montre le rocher et celle-là, on est à partir de... Le parc a été créé en 1870, disons, ouvert officiellement en 1867. Oui. Donc les photos un siècle, alors. Un bon siècle. Oui, un bon siècle, quelque chose. Donc un siècle qui a fait qu'il y a eu des transformations. Et c'est un jardin qui a encore la réputation d'être romantique. C'est un mot que vous n'avez pas utilisé. Non, je n'utilise pas. Vous n'aimez pas ça? J'utilise davantage le terme de pittoresque, c'est-à-dire quelque chose qui en effet touche beaucoup aux sentiments et aux émotions, qui je préfère car plus adapté en effet à ce qui est l'origine même de ce type de paysage, c'est-à-dire à une époque où la classe, la classification, le style romantique n'existait pas encore. Donc, ça relève en effet d'une période bien avant. Est-ce que vous diriez que ce jardin, enfin oui, ce grand parc a bien vieilli? Ce parc a très bien vieilli si on pense qu'il est basé sur du gypse. Et le gypse, dès qu'il y a des infiltrations d'eau et comme ça, il s'écroule. C'est du plâtre, hein, le gypse. Donc, si. Aujourd'hui, on a tout est là. La topographie est forte, l'eau est présente, les circulations sont là, toutes les allées, tous les chemins sont là. La végétation a vieilli, bien évidemment, et un plus grand nombre, elle est vieillie. Et le fait quand même d'avoir aujourd'hui une fréquentation vraiment très, très, très élevée, comme tout parc public justement dans Paris, fait si qu'il y a un travail très important de la part de l'équipe des jardiniers qui sont sur place pour pouvoir le conserver, le gérer au mieux, mener un entretien constant pour pouvoir justement le faire vivre au mieux. Les travaux de restauration qui commenceront prochainement, qui touchent essentiellement le réseau hydraulique, fera si qu'on verra quand même refaire toutes les allées. Et enfin, on ne verra pas tout cet effet de zébré qu'on a aujourd'hui, des morceaux d'enrobés à gauche à droite sur les allées qui ne sont vraiment pas dignes de ce lieu, je dirais. Donc il y a encore un chantier à entreprendre, alors? Il y a un beau chantier à entreprendre. C'est-à-dire que c'est jamais terminé, quoi, un jardin. Là, ce jardin ici, heureusement, dit Étienne. C'est heureusement. Comment? C'est vivant. Oui, c'est vivant, bien sûr. C'est vivant. Voilà. Un jardin, on le fait selon une idée. Donc, une fois qu'on a abouti à cette idée, ça prend du temps, généralement. Et puis, c'est le jardin lui-même qui, en effet, commence à
à marcher tout seul, on dit, sa vie tout seul. Donc après, il faut le jardinier le jardinier, il est là pour pouvoir le faire vivre. Alors, qu'est-ce qui fait la distinction entre la création de ces jardins du 19e siècle et les jardins du début de notre siècle? Ouais. Alors ça, c'est une question, en effet, très importante et à laquelle je veux dire ce n'est pas si facile de répondre. Non plus. Sylvie, merci. Alors, je dirais que je commencerai par une constatation qui je pense, vous partagez tous. C'est le fait que nos villes, qu'ils soient Paris ou ailleurs, sont de plus en plus étendues depuis le 19e siècle, en particulier depuis en plus 1950. Et donc, on habite de plus en plus de territoires et on l'habite selon une densité de plus en plus importante. On perd le souffle dans les villes. On ne respire pas et on se sent donc de plus en plus avec ces sensations de distance entre la ville et la campagne. C'est cette histoire de ville et campagne qui sont opposées et que je rappelle, les jardins de Tuileries, ils étaient le premier pas dans cette démarche pour casser cette opposition. Alors, je pense, vous confirmerez, que parce qu'il y a cette densité, aujourd'hui, notre besoin, c'est de voir, vivre, parcourir la ville avec de la nature, avec la nature en ville. Donc, on regarde à la ville, dans tous ces espaces, la rue, la place, la cour, le balcon, le toit, comme des lieux où, s'il n'y a pas encore du végétal qui représente vivement la nature, eh bien, ce sont des lieux que potentiellement peuvent devenir des jardins, peuvent devenir des moments de nature. On recherche le vivant, on ne recherche pas obligatoirement une forme traditionnelle comme celle du parc, comme celle du jardin, aujourd'hui dans notre ville. On a l'intention, comme je pensais d'avoir ici, voilà, on est agréablement surpris et on est content de les voir, même si on ne peut pas s'asseoir, même si on ne peut pas les utiliser, même s'il n'y a pas une véritable fonction d'usage, on est bien content de trouver ça dans la ville aujourd'hui. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est une photo que j'ai prise récemment à Milan, qui est ma ville natale. C'est un supermarché. Et étrangement, voilà, sous cette sorte de passerelle qui ne servent presque à rien, parce qu'elle couvre les personnes qui rentrent et sortent de ces supermarchés, voilà qui s'est développée tout naturellement une végétation qui est celle que nous, en tant que paysagistes, on installe vraiment artificiellement, là où on peut, sous ces fameuses surfaces, qu'on est en train de, par des démarches différentes, on est en train vraiment de se approprier dans la ville, de s'approprier de ces espaces. Alors, à Paris, ce regard est devenu aussi une responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité collective et des administrateurs aussi, c'est celle de aménager des parcs, aménager des jardins, où je dirais l'intérêt principal, c'est celui de mener une certaine économie de ressources et donner à voir une nature qui n'est peut-être pas aussi composée comme celle qu'on a vue dans les époques passées. Et qui est moins gourmande en eau, en pesticides, en engrais, exactement, etc. Qui fait n'est plus la même, hein, qui est une nature qui doit s'adapter quand même. Qui doit s'adapter à un développement durable. Un développement durable. Attention, parce que quand on dit développement durable, on fait attention parce qu'on se rend compte qu'on est tous responsables, en effet, dans cet devenir de la ville. Et donc, ce n'est pas un cliché de développement durable, c'est vraiment un parcours qu'il faut encore expérimenter et en effet, conduire et faire évoluer. Alors, mais vous, paysagistes, vous auriez tendance à mettre du paysage partout en ville, du végétal partout, du vivant partout? Je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est plus
non plus seulement la responsabilité du paysagiste, le fait d'avoir de la nature en ville. Si on pense que est nature aussi, justement, le toit qu'on a vu auparavant, hein, de toute façon, c'est du végétal. Hein. Si on pense, alors, on n'a plus besoin, en quelque sorte, du paysagiste. Ça, je le dis, mais c'est terrible. Mais on fait l'économie du paysagiste. J'ai fait l'éloge, là, de quelque chose qui est différent, c'est-à-dire des pratiques... nature spontanée. D'une nature spontanée d'un côté, et aussi d'une pratique qui va au-delà d'un projet de paysage, donc d'un spécialiste, et qui est justement une pratique plus participative, individuelle de l'habitant, hein, et de l'habitant paysagiste. Ça s'appelle le citoyen paysagiste. Citoyen paysagiste, plus noblement appelé aussi habitant paysagiste. Voilà. Alors, moi, j'avais en effet à ce sujet différentes images de comment, aujourd'hui, voilà, on fait des jardins qui sont bien évidemment très différents par rapport à ce qu'on a pu voir, hein, au XIXe siècle, bien qu'on travaille toujours avec ces matières vivantes, hein, mais qui correspondent, bien évidemment, si c'est un jardin public comme ici, le jardin Eole a aussi des besoins, hein, a des besoins et a des plaisirs. Hein. Et voilà, j'ai pensé de plus ou moins conclure. Hein, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça, c'est pas fait tout seul, mais on a planté par hasard sur une terrasse tout là-haut une vite vergine, une vigne vierge, qui a commencé à coloniser le mur et qui a petit à petit, hein, elle est descendue. C'est pas à Paris, ça. Hein. C'est à Paris. Ah, c'est à Paris. Rue de Folie on laisse faire ça. Rue de Folie Regnault. Oui, qui est dans le 11e arrondissement. Dans le 11e 11e arrondissement. Ouais. Donc, si on veut, ce qui est aujourd'hui profondément différent, c'est justement voir pour nous et expérimenter pour nous tous en tant qu'habitants de ville, comment cette nature, en quelque sorte, s'échappe du jardin. Et va coloniser, et c'est nous l'aidons, elle colonisera de plus en plus, elle va coloniser des lieux qui sont les lieux du quotidien, qu'on n'a jamais pensé être végétalisés. Et donc, cette observation, car nous sommes à la fois acteurs, mais aussi observateurs, cette observation conduit à une autre question, qui est toujours, à mon avis, il faut conserver présent dans l'esprit, à savoir, en effet, qu'est-ce que c'est un jardin ? C'est-à-dire que si on dit que le jardin, c'est un paysage avec son végétal, alors est-ce que le végétal peut faire un jardin ? Est-ce que toute la ville, selon aussi des théories qui ne sont pas bien évidemment les miennes, hein, mais qui sont partagées par d'autres paysagistes et même divulguées par notamment Gilles Clément et bien d'autres, est-ce que justement la ville peut devenir un grand jardin ? Il n'est pas là pour répondre. Non, on n'est pas là pour répondre. Ce que moi, je veux dire, c'est que quand même, et que je pense aussi, c'est le thème de la leçon suivante. Sur la convivialité, sur l'urbanité. L'urbanité, la convivialité. Je pense qu'il y a toutes ces démarches qui sont liées notamment à la création et évolution des jardins partagés. Qui sont liés à une participation active des habitants d'un quartier. Et pour créer des jardins qui ne sont pas les jardins des paysagistes, mais qui sont des jardins, parce que c'est là qu'on rencontre, c'est là qu'on a le plaisir de se rencontrer. Hein. Eh bien, ça, c'est une démarche, et je pense que c'est très intéressante, parce que justement, va au-delà de tout ce qui sont aussi toutes les conventions qui font aussi que quand on crée un jardin, du point de vue administratif, dans un plan d'urbanisme, eh bien alors il faut avoir derrière tout un réseau de cheminement. On a derrière toute la récréation parfois d'un quartier entier, donc une opération immobilière. Et tout ça, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis qu'on a créé le jardin public. Et là, moi, ce qui m'intéresse dans ces pratiques, dont je fais partie aussi, dans le jardin partagé. Ce qui m'intéresse, c'est justement de voir où il pourra aboutir cette démarche d'un habitant paysagiste, qui est celle de l'enfant plutôt que l'adulte. Cette démarche qui, en effet, est aussi ailleurs que celle, je dirais, institutionnelle. Alors, est-ce que vous aimez
le concept d'espace vert qu'on a beaucoup utilisé. Moi, vous voyez, je n'utilise plus ces termes. Moi, j'aime pas. Hein. Non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je vous entends parler de jardin, mais... Alors, il y a eu un certain moment... Il y a eu une époque dans les années 80, là, je veux dire, c'était espace vert. Tennis et espace vert. Oui, et c'est vrai. Parce il n'y avait pas de salut sans espace vert. Ah oui, et l'espace vert, il avait aussi ces connotations un petit peu d'espace lié à, là aussi, à une volonté d'hygiène, du politique, mais aussi de l'économie, d'une économie aussi sur les matériaux, d'une économie aussi sur tout ce qui était la création du paysage, toutes les jardins ou les grands parcs de loisirs, par exemple, grands terrains de football, tout plat, avec des gazons qui sont vraiment des gazons très, très roustiques. Hein. Tout ça fait partie, en effet, de cette phase qui accompagnait un petit peu la récréation et la reconstruction et évolution des villes. Oui, qui n'était pas très créative. Dans les années 60, vous ne dites pas grand-chose de, grand-chose de l'eau dans la ville. Moi, j'aime bien les bassins, j'aime bien... S'il pouvait y avoir des mares à Paris, ça serait bien, non? Ah, il y a. Hein. Il y a des mares à On Paris. fait de plus en plus des mares. Alors, il y a sûrement quelqu'un qui connaît le fameux jardin naturel qui se trouve là au 19e, dans le 20e arrondissement. Alors, il y a une mare qui a été créée, qui est magnifique et qui, moi-même, j'ai vu peut-être pour la première fois des animaux, des tritons, par exemple, que sincèrement, pourtant, je vis souvent à la campagne, je vis volontiers à la mer, je vis volontiers à la montagne, mais je n'ai jamais vu, par exemple, des tritons. Donc ça nous amène justement cette observation, plaisir de l'observation du vivant hein, dans la ville. Donc l'eau, elle est là, mais c'est vrai qu'il faut qu'on en fasse... Attention. Qu'on fasse attention. Bon, on a débordé, c'est de ma faute. Non, c'est pas de la vôtre, c'est de la mienne. C'est la passion aussi. Merci hein. beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir. Merci à vous.